Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Aurélie Trouvé, je suis députée, évidemment, France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis. Et à ma droite, je suis bien réveillée, et à ma droite, Louis Boyard, député... Bonjour tout le monde. Voilà, tu te présentes peut-être ? Je m'appelle Louis Boyard, je suis député de la 3e circonscription du Val-de-Marne et co-listeur de Aurélie Trouvé à chaque fois qu'il s'agit de monter sur scène pour un événement de la France Insoumise. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande fête de l'humanité. Merci d'être là. Donc voilà, on commence à former un binôme en osmose pour les animations. Voilà, et on est très heureux ce matin, voilà, d'accueillir d'abord des responsables du mouvement social. Et vous le savez, la bataille contre Macron et son monde, nous allons la mener évidemment avec le mouvement social, raison pour laquelle c'était extrêmement important pour nous d'avoir sur le stand de la France Insoumise ce débat. Alors je vous les présente rapidement et puis Louis reviendra sur voilà, les objectifs aussi de ce débat. D'abord, merci beaucoup à vous d'être ici. Merci d'abord à Natacha Paumé, qui est secrétaire générale de la Fédération CGT Service Public. Manès Nadel, président de l'Union syndicale lycéenne. Chem Yoldas, qui est porte-parole de la Jeune Garde. Et Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque. Donc vous voyez, là, vous avez quand même des grandes organisations associatives, syndicales avec lesquelles on travaille, évidemment de manière, voilà, chacun dans son rôle, parce que nous respectons aussi l'autonomie des organisations du mouvement social, mais l'on tape aussi sur le même clou. En l'occurrence, on va se battre et on se bat contre Macron et son monde. Et je laisse maintenant la parole à Louis. Parce que Emmanuel Macron, donc on disait on tape sur le même clou, ce clou s'appelle Emmanuel Macron. Mais je le fais. Et Emmanuel Macron, il a un bilan. Ça fait longtemps en fait qu'on a toujours les mêmes politiques qui sont menées sur le rapport, par exemple, au partage de la valeur. Mais Emmanuel Macron, ça a été une accélération de cette politique et surtout, elle s'est faite dans une forme de violence et dans une forme d'autoritarisme. Et on arrive un petit peu à l'apogée de cet autoritarisme et à l'apogée de cette violence. Parce que le nouveau Front Populaire a gagné les élections, c'est là que le capital s'est retrouvé contraint de faire l'alliance ultime pour préserver ses intérêts, c'est-à-dire l'alliance entre les libéraux et l'extrême droite. Et cette politique va continuer. Si jamais il y a eu l'alliance entre Macron et Le Pen, c'est pour empêcher le retour de l'impôt sur la fortune, c'est pour empêcher l'augmentation des salaires, c'est pour empêcher qu'on mette les moyens dans les services publics, c'est pour empêcher le partage des richesses. Mais pour autant, ce système, il n'est pas dit qu'il tienne. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se retrouve dans les griffes de Le Pen, et Le Pen, c'est un vampire. Elle sucera jusqu'à l'os pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse appliquer sa politique raciste. Et derrière, c'est nous, c'est le peuple qui allons nous en prendre plein la poire et qui allons payer cette politique. Donc c'est important de voir comment est-ce qu'on va organiser la résistance à ce qui est en train de se passer. La résistance à l'alliance Macron-Le Pen et à l'autoritarisme et la politique violente qui en découlera. Nous, à la France Insoumise, vous le savez, on est un mouvement. Notre objectif, c'est de toujours être à la bonne température du mouvement social. Et le mouvement social, c'est différents secteurs. L'objectif de cette conférence, c'est de regarder quelles ont été les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron dans les différents secteurs et regarder quelles sont les luttes qui s'y organisent. Pour que nous, ensuite, derrière, en tant que militantes et militants politiques, on puisse aller dans ces luttes, on puisse filer le coup de main et puis surtout, on puisse organiser une convergence. Parce qu'on est dans une situation où en haut, on ne peut plus et en bas, on ne veut plus. Et pour les personnes qui ont la référence, vous connaissez la suite de l'histoire. Et dans la suite de l'histoire, les militantes et les militants politiques ont un rôle dans l'organisation de cette convergence et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'organiser. Et donc, je vais commencer par donner la parole à la CGT Service Public, à Natacha Paumé, et qui va nous expliquer, premièrement, quelles ont été les conséquences des 7 ans de politique d'Emmanuel Macron et deuxièmement, quelles sont les luttes qui s'organisent actuellement en résistance. Très bien, merci Louis, merci Aurélie et merci à la France Insoumise de m'avoir invité afin d'exposer ces éléments. Alors, tu parlais Louis d'un clou. Nous, le clou à la CGT, c'est le capital. Et le capital, il est servi depuis des décennies, depuis toujours, par différents gouvernements. Et vous avez tous entendu parler du fonctionnaire bashing que l'on nous sert depuis plus de 40 ans. Et depuis plus de 40 ans, on a eu des gouvernements de gauche, de droite, de centre droit. Bref, ces différents gouvernements, si le mouvement social ne s'organise pas, mais il tape et il est justement aux ordres du capital.
Et là, la stratégie notamment d'Emmanuel Macron, qui a été très bien expliquée là en préambule, c'est parce que le mouvement social se met en mouvement depuis quelques années et petit à petit progresse et grignote. Donc la seule possibilité quand le capital est pris comme ça face au mouvement social, c'est de se rapprocher de l'extrême droite. Il l'a fait dans les années, fin des années 30, début des années 40, on l'a vu un petit peu partout malheureusement. Et là, il tente de se rapprocher de l'extrême droite parce que l'extrême droite, quand elle est au pouvoir, non seulement elle annihile les contre-pouvoirs, quitte à les faire disparaître, et à ce moment-là, le mouvement social disparaît totalement et le capital peut du coup dérouler très tranquillement son programme. Donc là, c'est un réel danger. Mais sans en arriver pour le moment jusque-là, on m'a demandé de revenir sur quelques éléments du programme de Macron contre les services publics. Alors je vais vraiment plus m'attacher moi à la fonction publique. Quand on parle des services publics, c'est services publics de l'hôpital, de l'école, ou les services publics territoriaux, ceux que vous avez tous les jours quand vous prenez la route, quand vous allez déposer vos enfants en crèche, à l'école, bref. Macron, dès qu'il est arrivé, il a mis en place une réforme qu'on appelle la loi de transformation de la fonction publique. Or pour lui, transformer la fonction publique, c'était sortir de ce carcan que représente le statut et donc taper sur les fonctionnaires, parce que vous comprenez bien, les fonctionnaires, c'est nantis qui gagnent trop, qui sont payés à ne rien faire et qui sucent tout l'argent des pauvres travailleurs, des pauvres entreprises surtout, qui aimeraient pouvoir faire du bénéfice. Bref, il s'est attaqué à nous très frontalement et notamment sur des éléments démocratiques forts. Il a osé s'attaquer au droit de grève des fonctionnaires. Vous avez entendu parler de la petite musique du service minimum. Donc ça a commencé avec les cheminots, puis ça a continué avec les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires aujourd'hui, c'était pourtant un acquis, le droit de grève dans la fonction publique, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours eu. Il s'est attaqué à ça. Et aujourd'hui, quand les fonctionnaires veulent faire grève, ils ont besoin de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant. Donc ça, c'est déjà une première attaque démocratique très forte. Ensuite, et ça vous en avez tous entendu parler, il a profité du confinement, le vol de congés, je pense que ça a concerné un maximum de monde, et au sortir du confinement, alors que les fonctionnaires ont été applaudis, que ce soit les hospitaliers, les soignants, les éboueurs, bref, tous ceux qui étaient présents pendant cette période-là, tous ceux qui sont sortis de l'invisibilité, au sortir du confinement, Macron a appliqué la loi de transformation de la fonction publique et a décidé d'augmenter le temps de travail des fonctionnaires. Alors, vous allez me dire, on est à 35 heures comme tout le monde. Oui. Mais il se trouve que la fonction publique n'étant pas la panacée, on a quand même des salaires relativement bas par rapport au secteur privé, ça n'attire pas vraiment. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir le sens du service public, à moins vraiment d'avoir la volonté de s'engager au service de l'autre, ça n'attire pas vraiment la fonction publique. Donc, du coup, il y a une politique sociale qui se développe depuis qu'existe le statut et qui fait qu'on peut avoir des accords locaux nous permettant d'avoir des meilleures conditions de travail et du coup d'avoir un temps de travail un peu moins élevé que dans le privé. Et c'est vrai qu'il y avait des endroits où on travaillait plutôt 32 heures par semaine, lissé sur l'année, c'est pas non plus... Après, un fonctionnaire, ça travaille le week-end, ça travaille la nuit, ça a des astreintes, et donc au regard de ça, effectivement, on a un temps de travail un peu moins élevé. Mais parce qu'un fonctionnaire, il n'a pas un rendu à rendre, il doit rendre une mission. Cette mission, elle peut durer 1 heure comme elle peut durer 8 heures, 9 heures, 10 heures. Donc voilà, le temps de travail, quand on est fonctionnaire, ça ne veut absolument rien dire. On est au service de la population. Mais s'appuyant sur le fonctionnaire bashing, Dussopt, de Montchalin, Macron bien entendu, ont obligé les maires à augmenter le temps de travail. Et on a plusieurs maires en France, avec les personnels, qui se sont battus pour empêcher ça, pour dire non, mais si vous continuez, on va perdre des fonctionnaires, les gens vont partir. Et ils n'ont pas hésité à traîner les élus locaux au tribunal administratif. On a plusieurs dizaines d'exemples. Alors il y a quand même des endroits où on a réussi à gagner, en contournant, en utilisant la loi. Et voilà, en grande majorité, les fonctionnaires se sont fait taper dessus, encore une fois, et ont vu leur temps de travail augmenter. Tout ça, ça a contribué, parce que pendant ce temps-là, et depuis plus de 10 ans, on a subi ce qu'on appelle un gel du point d'indice. C'est que la rémunération des fonctionnaires a été gelée pendant 10 ans. Imaginez, hormis les plus bas salaires où on était obligé de rattraper parce que le SMIC augmentait, donc
même si parfois on peut être payé sous le SMIC, ça ne peut pas se voir trop souvent. Mais pendant qu'on nous tapait dessus, notre rémunération n'augmentait pas. Et les conséquences de tout cela, vous l'avez vu à l'hôpital puisqu'il y a des fermetures de lits, mais c'est à cette image-là dans toute la fonction publique, il y a aujourd'hui des démissions, des départs, des gens qui rentrent dans la fonction publique, qui y restent 6 mois, 1 an, 2 ans, qui se rendent compte que mais c'est catastrophique et qui partent. Et donc le gouvernement, et notamment le dernier ministre de la fonction publique qu'on avait, Stanislas Guerini, parlait d'attractivité et nous disait « mais non, mais il n'y a pas que la fiche de paye ». Bien sûr qu'il n'y a pas que la fiche de paye, mais on aimerait déjà être payé décemment. Juste pour vous dire, hein, un fonctionnaire de catégorie A, en 81, quand il rentrait dans la fonction publique, quand il débutait, son salaire de base minimum, c'était 2,2 SMIC. Aujourd'hui, un catégorie A, donc c'est l'équivalent d'un bac plus 5, c'est 1,2 SMIC. Autant vous dire que ça n'attire pas vraiment. Hein. Et donc, du coup, on a des services publics qui sont à l'os et où le service public ne peut pas être rendu. Et la conséquence de ça, très clairement, à l'hôpital, c'est des fermetures de lits. À l'école, c'est une rentrée catastrophique. Le nombre de classes... Alors, regardez les emplois du temps un peu si vous avez des élèves qui sont... Enfin, des enfants qui sont au lycée ou au collège. Regardez les emplois du temps. Je crois que c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a des cours jusqu'à 19h, 20h, enfin du grand n'importe quoi. Donc voilà, on a Macron qui, parce qu'il était nécessaire et parce qu'il est nécessaire de casser les services publics, parce que nos missions, elles intéressent le privé. C'est des parts de marché qui peuvent potentiellement intéresser le privé. Donc il faut casser petit à petit ces services publics pour que enfin le capital s'empare des marchés intéressants, la construction de routes, le fait de construire des établissements scolaires, le fait de servir des repas à la cantine. Tant que ça reste public, ça ne remplit pas les poches des actionnaires. Et si petit à petit on supprime les fonctionnaires et on fait passer toutes ces missions de service public dans le privé, petit à petit ça va rapporter de l'argent encore au capital. Donc voilà, c'est pour ça qu'à la CGT on a l'habitude de dire que notre ennemi c'est le capital, quelle que soit la forme qu'il prend, que ce soit un gouvernement de droite, du centre et du Rassemblement national. Et c'est pour ça que les travailleuses et travailleurs organisés avec la CGT se battent à la fois pour ces conditions de travail, ces salaires, etc., mais également pour l'exercice des missions des services publics et pour le service public, parce que ça, c'est la plus belle chose qu'on a inventée. Les services publics à la française, c'est quand même une certaine fierté. Et pour rappel, à chaque fois qu'il y a une crise, une grave crise, la France, elle tient grâce à ses services publics. Ça a été le cas en 2008, grâce au moment de la grande crise financière. Et puis voilà, l'exemple le plus probant, ça a été le Covid dernièrement, où on s'est rendu compte qu'on a tenu grâce à ça. Donc, il y a de nombreuses luttes dans la fonction publique. Et l'une des prochaines luttes que l'on va mener, là, c'est le 1er octobre. On a eu nos différentes instances nationales, que ça soit dans l'éducation nationale, dans l'hôpital et dans la territoriale ces dernières semaines. On a analysé la situation. C'est pour ça que, notamment, la Fédération CGT des services publics a appelé à participer aux manifestations du 7 septembre, puisque pour nous avions une grande implication dans le programme du Nouveau Front Populaire. On avait appelé d'ailleurs à voter pour le programme du Nouveau Front Populaire, parce qu'enfin, ce programme-là reprenait pas mal de nos revendications et on avait vraiment besoin d'avoir ce mouvement-là, parce qu'on a l'habitude de dire qu'à la CGT, le mouvement social a besoin vraiment d'avoir un gouvernement qui puisse porter aussi nos aspirations, parce que sinon c'est toujours très compliqué. Donc là, on remercie les partis de gauche d'enfin avoir fait l'unité dans cette perspective-là, et donc on va faire en sorte qu'à la fois le mouvement social participe à la mobilisation des salariés, et on aura besoin des parlementaires à l'Assemblée nationale pour pouvoir enfin avancer, notamment sur la réforme que l'on veut abattre toutes et tous, cette réforme des retraites ignoble. Mais après, et là-dessus, comptez sur nous pour être là et vous le réclamer, l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, l'augmentation du point d'indice, etc., etc. Donc voilà, moi je vous engage vraiment à être très présent dans les cortèges et manifestations du 1er octobre, à vous mettre en grève, parce que c'est vraiment la grève et par la grève qu'on arrivera à gagner et arrêter la production de richesse.
Parce que c'est ça la CGT, c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que le patronat se dise bon, on va peut-être s'asseoir à la table des négociations, c'est bloquer la production de richesse, se réapproprier notre outil de travail, et à ce moment-là, on arrivera à avancer sur nos revendications. Je vous remercie pour votre invitation et je passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. Et donc, voilà, tu mesures aussi à quel point, pour nous, c'est important aussi d'avoir une grande fédération comme celle de la CGT Service Public qui soit là, à notre stand de la France Insoumise, pour parler de convergence des luttes en fait, face à Macron. Alors, comme tu le disais, en fait, Macron n'est qu'un avatar du capital. Et aujourd'hui, il a besoin, dans la poursuite des formes les plus brutales du capitalisme, il a besoin de l'extrême droite, d'où Michel Barnier. D'où cette alliance à travers Michel Barnier de l'extrême droite et de la Macronie, de l'extrême droite et de la droite. Et s'il y a bien un mouvement qui, depuis les années 90, a dénoncé en fait ce néolibéralisme financier, ce capitalisme en place, c'est le mouvement altermondialiste, qui aussi, dès le départ, dès les années 90, a dit mais la seule réponse possible à cela, c'est une rupture globale et systémique avec le capitalisme. Et on n'y arrivera pas avec des mesurettes, avec un changement à la marge, avec une gauche molle, ou gauche pas du tout d'ailleurs. Et donc, voilà, il nous faut cette rupture. Et quelque part aussi, le programme du nouveau Front populaire est un programme, de mon point de vue, un programme altermondialiste et de rupture avec ce capitalisme financier. Donc je suis très heureuse maintenant de passer la parole à la porte-parole d'une des grandes organisations du mouvement altermondialiste. Un mouvement qui porte aussi, vous le savez, un mot d'ordre que nous aussi on a porté dans notre campagne, qui est « Un autre monde est possible ». Donc je passe la parole maintenant à Yuli Yamamoto. Merci Yuli. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Un autre monde est possible. Effectivement, c'était en 1998 qu'on portait cela. Maintenant, il y a beaucoup d'années qui sont passées. Donc, l'autre monde, il n'est pas possible. Il est urgent, il est nécessaire de le mettre en place dès maintenant parce qu'il y a des urgences sociales et écologiques qui sont impérativement nécessaires à mettre en place. Et pourtant, on arrive à une situation complètement invraisemblable de blocage. Une situation où on a l'impression qu'on est en impuissance totale, que cette rupture qu'on appelle, cette rupture qui est nécessaire, eh bien malheureusement, on ne peut pas. Ça a commencé par quoi ? Évidemment, il y a une mobilisation extraordinaire du mouvement social pour soutenir le nouveau Front populaire qui portait ses revendications. Ça va le son parce que ça a bougé là ? Oui ? Ok, excusez-moi. Oui, donc voilà, et pour Attaque, on a franchi la ligne rouge, hein, on a osé dire qu'on ne fait pas de consigne de vote, on est à partisans, on est à partidaire. Mais là, on a senti l'urgence déjà du fascisme venant, et puis l'urgence absolue d'appliquer ces mesures. Et c'est pour ça qu'on a franchi la ligne en osant appeler à soutenir le nouveau Front populaire, puisque son programme étant largement irrigué, inspiré des revendications du mouvement social, que ce soit des associations, comme ce soit des syndicats. Et là, on a quoi ? On a, Barnier, donc c'est-à-dire Macron, le masque tombe pas vraiment, hein, on le savait avec ses politiques, mais il s'est mis complètement à la merci de l'extrême droite. Il a vendu son âme, je pense qu'on peut le dire, son âme au diable du RN, puisque ça a été dit, mais bon, c'est vraiment important d'insister. Il a voulu faire la révolution, il a voulu faire le en même temps. Il n'y a plus du tout de en même temps maintenant, c'est vraiment très clair, sa route est très claire. Injustice, injustice, injustice. Et maintenant que sa petite musique ne fonctionne pas, que le masque tombe et que les gens ne sont plus du tout dupes, eh bien, il a besoin de la violence, de la haine sécuritaire, de la vision sécuritaire, autoritaire de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il a choisi le candidat parfait, la fusion ultime. Si on faisait un montage, on l'a fait d'ailleurs à Attaque, un montage d'images, de visages, eh bien on aurait les trois visages, hein, cette politique néolibérale injuste, toujours plus pour les riches et les patrons du macronisme, mais on a aussi évidemment le conservatisme poussiéreux du vieux monde, des républicains arrivés donc dernier. On est quand même dans le groupe le plus loser, le plus naze qui soit, et pourtant il nous le met à la tête
du pouvoir et évidemment le racisme et la haine de l'extrême droite. On a quand même un combo parfait, on a un ennemi parfait à combattre et ça, il faut bien oublier. Et j'ai l'impression qu'on passe déjà à une autre étape de comment faire, etc. Déjà, là, maintenant, il faut quand même continuer à contester de toutes nos forces. Barnier, c'est quand même un scandale, une illégitimité totale et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé le 7 septembre, mais on se mobilise aussi le 21 septembre. On a fait un appel avec, tu vas en parler, Manès, mais voilà, la société civile avec Greenpeace, avec les orgas féministes, tout ça, un appel à la mobilisation du 21 septembre pour concilier les enjeux démocratiques et sociaux. Et évidemment, en soutien, en appel, en dynamique du 1er octobre, mobilisation syndicale, où là, ça va être salaire, retraite, service public, parce qu'en fait, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est vraiment ces revendications-là. C'est notre ciment, c'est notre commun. Alors, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas les mêmes façons de voir, les mêmes méthodes, mais c'est notre commun. Je fais gaffe au temps. Waouh ça... Bon, alors, je recoupe. Un petit mot quand même sur le bilan Macron, son austérité. Alors, nous, on le dit, l'austérité n'est pas une fatalité, mais alors avec Macron, c'est quand même mal barré. Donc, 7 ans de cadeaux fiscaux aux plus riches, aux grandes entreprises, il ne faut pas l'oublier. Ça a commencé par une mesure phare, la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. C'est quand même génial. La révolution, ça commence par faire les cadeaux aux plus riches, c'est quand même dingue. Il y a eu la baisse exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés, mais évidemment, avec un mécanisme de calcul qui n'a profité qu'aux grandes entreprises et multinationales, les petites entreprises et les moyennes n'en ont absolument pas profité. La mise en place du prélèvement forfaitaire unique, dit la flat tax, c'est des jolis mots bien moches pour dire quoi? Qu'on va imposer moins les revenus financiers. Ces revenus qui échappent déjà massivement aux caisses communes. En France, on est à 100 milliards d'évasion fiscale. À échelle européenne, on est à 1000 milliards d'évasion fiscale. Macron, il met quoi en place? Il met la flat tax, c'est-à-dire moins imposer ces revenus-là. Et évidemment, les grandes entreprises, pourquoi on dit les grandes entreprises, c'est un souci. Il y a eu à l'époque le CICE, c'est le crédit impôt compétitivité emploi. Aucune conditionnalité, pas de conditionnalité écologique, pas de conditionnalité sociale. On peut faire du moins-disant social, on peut faire du moins-disant écologique. On vous donne tout l'argent et vous n'en ferez absolument rien, puisque là, le ruissellement, il a marché vers le haut, mais par le bas, vous le savez. Les super profits, on est encore dans des records. Les versements de dividendes, on est encore dans des records. La France, elle a passé le top 3 des millionnaires. Donc, on a le pays qui accueille le 3e plus de millionnaires. Les héritiers, maintenant, les milliardaires, il n'y a plus d'héritiers de moins de 30 ans qui n'ont pas eu sa fortune de l'héritage. Bernard Arnault, notre fleuron, notre fierté française, sous Macron 2017, sa fortune, elle est à 70 milliards. 2024, elle est à 220. Ça marche bien, le ruissellement, en tout cas pour les riches. Et enfin, donc, sur les aides aux entreprises, parce qu'on dit qu'apparemment, c'est la fraude sociale qui coûte cher. C'est ça, la fraude sociale. Par contre, la fraude fiscale, c'est ça. Et la fraude fiscale, on parle de la fraude fiscale des grandes entreprises. On a un énorme budget. Le plus gros, c'est 200 milliards d'aides aux grandes entreprises, encore une fois, sans aucune conditionnalité, alors qu'on est à un stade où il faut justement mettre en place des mesures de justice fiscale. Et pourquoi il fait ça? Cette obsession des dépenses, baisser les dépenses publiques, alors que les dépenses publiques, ça a été dit, c'est les services publics, mais ça, c'est pour l'intérêt général. L'intérêt général, ça n'intéresse pas Macron. Lui, il veut absolument pas agir sur les recettes. Pourtant, tout le monde le dit qu'il y a une urgence absolue d'agir sur les recettes. Et sous le tapis, Bruno Le Maire, il fait quoi? Il planque tout. Il a menti, c'est sorti. Il a menti sur la trajectoire budgétaire. Là, il s'en va, il est parti. Avec le déshonneur de 7 ans de bilan absolument catastrophique. Il a laissé un trou de recettes de 40 milliards en 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a cette obsession de l'Europe. C'est vraiment la doxa néolibérale. Il y a cette obsession que la seule façon de booster la croissance, la productivité qu'il va falloir sérieusement remettre en question, évidemment, pour différentes raisons de justice sociale, mais écologique, cette obsession de baisser les dépenses comme étant la seule source d'argent, la seule source de financement pour notre système, ce qui est totalement faux. Et Bruno Le Maire, il a ce petit parapluie des dépenses. C'est devenu l'épouvantail. Attention, les dépenses, parce que vous voyez, il y a le dérapage du déficit qu'il n'a pas du tout contrôlé. Il devait être à 4%. Finalement, on est sur 2025, on va être
à plus de 6,2% si rien n'est fait dès maintenant. Donc on imagine la bataille du budget qui va arriver. Et là, il va falloir se mobiliser. En mars, on a eu des coupes budgétaires, des annonces hallucinantes. 10 milliards, évidemment. Écologie, première sacrifiée sur l'autel. Le social, premier sacrifié sur l'autel. Et là, il nous réannonce, là, il a déjà gelé, encore une enveloppe de 16 milliards sur les dépenses. Faut que je raccourcisse. Excuse-moi, je me suis mis un minuteur, pardon. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Et donc, on a quoi ? Le programme de stabilité budgétaire, il dit qu'il il manque 60 milliards d'ici 2025. Donc, ça tombe bien. Nous, c'est pour ça qu'on va en parler. On en parle et je fais passer le mot. 60 milliards, nous, on a justement attaqué une campagne où on a 6 mesures de justice fiscale que vous avez entendues. Ça fait des années qu'on les porte, évidemment. C'est la restauration de l'ISF, la suppression de la flat tax, la taxation des super profits. Et là, c'est une mobilisation internationale qui la demande. La taxation des patrimoines, la taxation unitaire des multinationales, c'est compliqué, mais je peux vous dire que ça peut se mettre en place. Et on a eu l'ONU qui a adopté une mesure récemment, mais la France s'est abstenue d'encourager cette mesure. Donc, il y a vraiment une bataille culturelle à mener. Et dans ces 6 mesures de justice fiscale qu'on propose, dont certaines ont été reprises dans le programme du nouveau Front populaire, eh bien, ça rapporterait 60 milliards par an. Donc, ça tombe bien, on est à l'équilibre. Donc, je vous invite à regarder ça. Et ce qu'on propose du coup pour mener cette bataille culturelle, c'est de dire que les services publics, c'est important. Et ce n'est pas de l'argent gâché. C'est un vrai investissement. Et ça, il faut le dire, c'est pas on paye des fonctionnaires à rien faire. Non, il faut vraiment convaincre que c'est un investissement sur long terme, sur la santé, sur l'écologie. Si on ne fait rien, ça va nous coûter 1000 fois plus. 1000 fois plus. Sur la santé, on le sait. Sur l'écologie, on le sait. Donc là, il faut vraiment agir sur ça. Et puis agir sur les recettes. Voilà, donc il faut vraiment convaincre l'opinion publique que le temps est venu de taxer l'hyper-richesse. Ça suffit, ils ne payent pas leur juste part. La France a un paradis fiscal pour les riches. Stop. Donc ça, il faut vraiment se battre pour ça. Et c'est pour ça il faut qu'on ait un discours commun. Il y a un programme commun, entre guillemets, parce qu'on a les mêmes revendications, mais il faut qu'on arrive à avoir un discours commun, à le faire monter dans le débat public, à l'imposer dans le débat public. Non, les impôts, ce n'est pas catastrophique. Au contraire, ça profite à tout le monde, c'est d'intérêt général. Et pour ça, donc, par exemple, dans le cadre du PLF, le budget nerf de la guerre, comme je vous le dis, on va se prendre une rincée à 16 milliards. Non, il faut s'y opposer fermement. Et nous, on lance un grand forum de la justice fiscale. On a publié la semaine dernière une tribune sur la justice fiscale qui a été signée largement, et même par des personnes étonnantes comme Guillaume Meurice. Guillaume Meurice qui a signé pour la justice fiscale. Le temps est venu. Donc, je vous invite toutes et tous à ce forum du 5 octobre où on va parler assos, syndicats, partis politiques. Quelle stratégie pour mettre fin à cette cure d'austérité. Merci. Merci beaucoup. Globalement, il y a un fil rouge dans ce qui a été dit, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui est arrivé et qui a dit, bon bah écoutez, il va falloir avoir moins de recettes. Donc vous l'avez expliqué, suppression de l'impôt sur la fortune, flat tax et exonération en tout genre, ce qui fait que derrière, les services publics, il leur reste absolument plus rien. Et comme ça a été très bien dit, les services publics, c'est ce qui permet au pays de tenir dans les grands moments de crise, et j'ai même envie de dire, c'est ce qui fait la fierté de notre pays. Je pense que je vois beaucoup de jeunes visages ici. Vous vous rappelez quand on avait quoi, 6-7 ans, nos parents ils nous parlaient du service public, ils nous disaient l'hôpital, c'est le meilleur du monde. Le monde entier nous envie l'hôpital. L'école aussi, on en avait une haute réputation. Et puis aujourd'hui, on voit que les services publics, ils sont dans un état tellement délabré qu'on ne reconnaît même plus ce qui fait la fierté de notre pays et la fierté de notre système de partage en France. Et parce que le service public est en train de se dégrader, et parce que le fait que les milliardaires se gavent, et ça nous saute aux yeux, on s'est retrouvé à avoir une résistance. Et cette résistance, c'est ce qui s'est passé lors des dernières élections. D'abord, pendant les élections européennes, il y a eu une grande campagne d'inscription sur les listes électorales, et cette campagne d'inscription sur les listes électorales a ramené au vote des parties de la population qui ne votaient pas. Et c'est parce que vous avez eu cette campagne d'inscription sur les listes électorales et parce que vous avez eu ce mouvement pendant les élections européennes que derrière, il y a eu une augmentation du résultat dans les élections législatives. Je vous invite à regarder la très bonne note de Manuel Bompard qui le détaille. Pourquoi est-ce que je raconte ça ?
parce qu'en résistance à la destruction des services publics et au fait que les richesses ne soient plus partagées, on s'est retrouvé à avoir une réponse dans la population et c'est ce qui a permis au Nouveau Front Populaire d'arriver en tête. Et c'est parce que le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête qu'on s'est retrouvé devant un scénario qu'on a prédit depuis très longtemps et je vous invite à regarder les interventions de Jean-Luc Mélenchon en 2012. On se retrouve à avoir les libéraux qui s'allient avec l'extrême droite. Et Michel Barnier, c'est la synthèse entre les libéraux et entre l'extrême droite pour préserver le capital. L'Humanité avait sorti ça. Emmanuel Macron a dit « Je ne nommerai pas Lucie Castet parce que sinon, elle va augmenter les salaires et abroger la réforme des retraites. » Et Marine Le Pen a signé parce qu'elle ne veut pas abroger la réforme des retraites et elle ne veut pas l'augmentation des salaires. Donc maintenant, on se retrouve dans une autre configuration politique. La question, c'est plus seulement de combattre les libéraux au pouvoir. La question, c'est de combattre les libéraux et l'extrême droite au pouvoir. Et pour ça, j'invite donc du coup Cem Yoldaş, qui est porte-parole de la Jeune Garde, à nous détailler un petit peu comment est-ce qu'on peut voir ce mécanisme qui s'est produit sur nos yeux et surtout, comment est-ce qu'on peut organiser la résistance. Bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, c'est Cem Yoldaş, je suis porte-parole de la Jeune Garde. Et ça fait plusieurs années déjà qu'avec la Jeune Garde, on s'organise très concrètement pour lutter contre l'extrême droite au niveau local, au niveau national. Ça passe par des choses très simples. Notamment à Lyon, on a fait fermer plusieurs locaux fascistes. Et à force de grandir, à force de faire reculer l'extrême droite sur le terrain, on s'est dit qu'on va s'attaquer au cœur même de l'extrême droite, et c'était le Rassemblement national. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la bourgeoisie, elle est extrêmement offensive, notamment sur les questions sociales. On l'a vu, sur les retraites. Bientôt, ils veulent attaquer la sécurité sociale, etc. etc. Et en fait, on se rend compte que le problème aujourd'hui, effectivement, il y a un petit prince à l'Élysée, il est extrêmement méprisant, on a envie de le prendre et de le jeter de l'Élysée tellement il nous saoule avec son mépris de classe. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que le problème, c'est pas seulement Macron. On voit qu'en fait, il y a tout un camp politique, il y a toute une classe sociale qui est la bourgeoisie, qui se radicalise et qui fait de plus en plus le choix de l'extrême droite. On le voit notamment avec un copain à Louis qui s'appelle Vincent Bolloré. Il a plein de chiens de garde sur ses télés. On peut parler de Pascal Pro, de Hanouna, etc. Et ce qu'on constate, c'est que Vincent Bolloré, il a un projet pour la France. Il a un projet qui est extrêmement dangereux. On l'a vu notamment à la dernière élection présidentielle où il a fait campagne pour Éric Zemmour. Il lui a financé plein de trucs. Il l'a invité sur tous ses plateaux télé où il paye des éditorialistes pour faire justement campagne pour l'extrême droite. Et on voit justement qu'il a un projet de haine, un projet pour diviser la société, un projet de chaos qui essaye de dresser tout le monde contre tout le monde. Et effectivement, en fait, face à ça, effectivement, nous, avec la Jeune Garde, on s'est regardé, on s'est dit, effectivement, c'est compliqué d'y aller tout seul. Et c'est pour ça que depuis le départ de la Jeune Garde, ce qu'on essaie de construire, c'est l'unité de notre camp social et politique. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si on y va tout seul, on a toutes et tous lu Matin Brun. Parce que si on y va tout seul, on est mort. Eux, ils ne feront pas la différence. Ils vont tirer dans le tas. Ils vont peut-être commencer avec les antifascistes. Après, ce sera les insoumis, les communistes, les écologistes et toutes les personnes qui ne leur correspondent pas dans la société. Et c'est en ça, justement, qu'il faut construire l'unité dès maintenant. C'est pour ça qu'on s'est notamment inscrit dans cette démarche du Nouveau Front Populaire. Et en fait, il n'y a pas de secret. Si on y va ensemble, qu'on y va sur un programme de rupture, si on y va avec une volonté notamment de conquérir de nouveaux droits et pas seulement des mesurettes, c'est-à-dire blocage des prix, augmenter le SMIC à 1006, c'est très bien tout ça, mais ce n'est pas le cœur du truc. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est justement d'aller à l'offensive. On l'a vu que dans les médias, ils essaient justement de nous démobiliser. C'est notamment le projet de Macron en ne nommant pas Lucie Castet et en nommant Michel Barnier. C'est justement de passer un message. Vous pouvez vous mobiliser comme vous voulez, on s'en fout. Moi, je vais mettre à la tête du gouvernement un mec de droite qui va faire une politique d'extrême droite. Et face à ça, en fait, ce qu'il cherche, c'est qu'on se démobilise. Mais ce qu'il oublie, en fait, c'est que c'est nous qui faisons fonctionner ce pays. C'est nous qui travaillons le matin. C'est nous qui nous lèvons le lundi, qu'on fait tourner la société. C'est nous les services publics. C'est nous le secteur privé. C'est nous l'éducation nationale. C'est nous les hôpitaux. C'est nous qui produisons. Et je vais prendre Et je vais en profiter d'être à la fête de l'humanité pour rappeler un vieux slogan du mouvement ouvrier. On produit, on décide. Et ça, il l'a oublié.
Et on va lui rappeler, et c'est pour ça qu'on va continuer à se mobiliser. C'est pour ça qu'on va construire d'autres dates, on s'est mobilisé grandement le 7 septembre, on va construire d'autres dates, il y a le 21, il y a des dates syndicales en approche, et on va lui montrer de quel bois on se chauffe. Effectivement, nous, on va construire partout au niveau local. Moi, je vous invite à aller dans les assemblées générales, à vous mobiliser, à vous syndiquer aussi, c'est extrêmement important, parce qu'on n'y arriverait pas tout seul. C'est pas simple. Effectivement, le vote, c'est extrêmement important. Nous, avec la Jeune Garde, on pense qu'en fait, il faut prendre tous les outils qu'on a devant nous pour se mobiliser et pour faire entendre notre voix, parce que la bourgeoisie, elle est extrêmement offensive et il n'y a plus de place au débat. Du coup, c'est pour ça que nous, on est allé à l'Assemblée nationale en faisant élire Raphaël Arnaud pour porter notre voix, porter nos luttes à l'Assemblée nationale, mais ça ne va pas s'arrêter là. En fait, il faut bien comprendre que la gauche, c'est nous. Et si on veut faire vivre nos idées, si on veut prendre le pouvoir, si on veut changer la vie des gens, c'est en se mobilisant toutes et tous. C'est en prenant la rue, en organisant les solidarités, en faisant grève et en instaurant un rapport de force. Et je vais revenir sur le sujet de l'extrême droite et de l'unité. Nous, l'extrême droite, en fait, le fait que Macron, c'est le paillasson de Le Pen, nous, on le sait depuis longtemps. On l'a vu notamment dans des villes comme Lyon. Il y avait à l'époque, quand on a créé la Jeune Garde à Lyon, le maire, c'était Gérard Collomb, l'un des ministres de Macron dans son premier gouvernement. Et ce qu'on a constaté, c'est que les macronistes, à chaque fois que l'extrême droite agresse des gens, font des agressions au couteau, ils ne se mobilisent pas. Nous, on a organisé de nombreuses manifestations pour faire fermer des locaux fascistes. Et à chaque fois, du côté des macronistes, c'était silence radio. On l'a vu aussi avec Federico Aramburu, un rugbyman international, un mois avant la présidentielle, qui s'est fait assassiner par Loïc Le Priol. Loïc Le Priol, en fait, c'est un membre du GUD. C'est une organisation d'extrême droite qui est proche du Front National, qui est proche du Rassemblement National et qui est proche notamment de deux personnages, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon. Ces deux personnages, c'est des proches de Marine Le Pen. Et c'est pour ça que nous, justement, on alerte sur la question de l'extrême droite, que c'est quelque chose de vraiment central, parce que ce n'est pas seulement des idées, l'extrême droite au pouvoir, ça en va de nos vies. Parce que si on laisse l'extrême droite prendre le pouvoir, ils ne vont pas le lâcher et ils vont s'attaquer à toutes les personnes qui ne leur correspondent pas dans la société. Ils vont s'attaquer aux musulmans, ils vont s'attaquer aux femmes, ils vont s'attaquer aux homosexuels. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité, une grande responsabilité de faire l'unité. Et ok, parfois on ne s'aime pas, mais on a cette responsabilité-là de s'unir et de faire vaincre nos idées. Merci beaucoup, Tchem. Et je voudrais rendre hommage aussi, dire à quel point votre combat de la Jeune Garde est extrêmement important. Ça fait des années et des années que vous menez une lutte antifasciste absolument nécessaire. Vous êtes parti de Lyon. Maintenant, il y a des comités de la Jeune Garde un peu partout en France. Bon, voilà. Et je vous invite aussi à rejoindre tous ces comités de la Jeune Garde qui sont vraiment nécessaires et de plus en plus nécessaires dans la période. Je voulais reprendre aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que l'extrême droite et le fascisme prospèrent aussi là où il y a le désespoir, là où il y a l'isolement, là aussi où il y a le délitement des réseaux culturels, associatifs, syndicaux, là où il y a le délitement des réseaux politiques, des réseaux de solidarité. Alors je voudrais vous dire aussi à tous, là, tous les militants politiques, que notre responsabilité aussi, notre devoir, c'est de participer à toute cette vie politique, associative, syndicale, de solidarité partout. Là où on est, c'est le meilleur moyen de combattre le fascisme et l'extrême droite. Et maintenant, voilà, quand le fascisme est aux portes du pouvoir, on sait aussi qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est que le peuple se soulève. Et on sait qu'il y a sans doute une génération, une frange dans la société qui est absolument, décisive dans ces mobilisations, c'est la jeunesse. Raison pour laquelle c'est important pour nous aussi qu'il y ait Manès Nadel et le président de l'Union syndicale lycéenne qui soient là à ce débat. Merci Manès. Bonjour. Merci à la France Insoumise pour cette invitation à ce stand à l'UMA. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Alors moi, j'ai 10 minutes aussi. C'est les offensives de Macron contre la jeunesse et la façon dont la jeunesse se mobilise. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Macron, on l'a dit, c'est un contrat politique. Au départ, c'était un consensus entre les libéraux, progressistes, soi-disant et de gauche et de droite. Et maintenant, c'est une coalition qu'on voit de plus en plus entre ses partisans à lui
et ceux de la droite la plus radicale et la plus extrême qui soit à présent pour protéger un même intérêt qui est celui du capital, on l'aura dit. Macron, c'est aussi un contrat depuis 7 ans, une politique sociale qui est celle de la destruction à chaque fois que c'est possible, à la moindre occasion, des services publics et en particulier de l'éducation. Ces gens-là ont fait de l'éducation leur grand sujet prioritaire dès lors qu'ils font un remaniement tous les 6 mois, ils se pointent au JT de France 2 et ils disent « Ah, la priorité, c'est l'école ». En réalité, il y a une jeunesse, vous l'avez dit, mais il y a aussi des jeunesses qui vivent dès l'entrée à l'école, au collège, au lycée, une forme de ségrégation sociale à toutes les étapes de la vie scolaire. Cette rentrée, le début d'année, est l'occasion d'une forte séparation entre les lycéens et les lycéennes sur les conditions matérielles qui conditionnent comment se déroule cette rentrée. De telle sorte qu'il existe une inégalité fondamentale dès le début, dès lors qu'on arrive à l'étape des fournitures scolaires, puisque à cette rentrée, elle coûte 400 €. La rentrée scolaire coûte 400 € en moyenne pour un lycéen, une lycéenne. Et évidemment, aucune politique depuis 7 ans n'a été mise en place pour renforcer l'aide, puisque c'est l'État qui devrait permettre l'égalité de l'éducation pour toutes et tous. Alors, si on pouvait en faire un petit proverbe, on pourrait dire que la lutte des classes commence dès la rentrée, mais non, elle commence dès le berceau, bien sûr. Par ailleurs, il y a aussi des réformes structurelles, on le sait maintenant, qui ont été mises en place depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est la fameuse loi ORE, c'est la mise en place du nouveau bac, de Parcoursup et de tout un système qui a appauvri les personnels de l'éducation nationale et qui a mis en place une sélection pour l'entrée au lycée et à l'université, de telle sorte qu'on est aujourd'hui une machine qu'on ne connaît pas, qui est opaque, qui trie, qui sélectionne, qui broie l'avenir des lycéens et lycéennes. Cette machine s'appelle Parcoursup. Parcoursup, c'est chaque année, à l'issue de la première phase, 80 000 personnes qui n'ont aucune affectation et qui se retrouvent dans un flou sidéral, et c'est-à-dire à rentrer sur le marché du travail avec aucune formation disponible, alors que ces personnes ont, pour la plupart, eu leur bac. C'est-à-dire qu'on a enlevé la valeur qui était celle du baccalauréat pour en faire un diplôme qui arrive à un moment variable de l'année, puisque ça change à peu près tous les ans, et qui n'a plus aucune valeur. On a un lycée inégalitaire qui est vu géographiquement sur Parcoursup par les universités d'une manière tout à fait nouvelle pour ce qui est de la France, puisque désormais, votre bac, votre niveau de capacité au lycée n'a pas la même valeur que vous soyez dans un lycée de banlieue, de centre parisien ou de ruralité. Chaque lycée apporte sa propre notation en contrôle continu et de cette manière, on a désorganisé, on a mal payé les professeurs et on a fait en sorte que l'éducation ne soit plus un lieu d'unité de la nation, de mixité, mais bien un lieu de sélection sociale pendant toute la scolarité. Il y a une autre réforme qu'Emmanuel Macron a mis en place et qui touche quand même un tiers des lycéens et lycéennes, dont on ne parle pas beaucoup et qui, c'est pour vous dire, n'a même pas fait l'objet d'un projet de loi, c'est la réforme du lycée professionnel. C'est une réforme qui a été mise en place sous les conseils, sous les ordres du MEDEF. C'est une réforme qui a été faite il y a 2 ans et cette année pour favoriser les entreprises et leur permettre d'embaucher une main-d'œuvre mal payée et avec aucune formation valable. C'est une réforme qui va contre les lycéens professionnels, qui sont pourtant une main-d'œuvre, une classe de haute qualité professionnelle et qui a été détruite par une réforme pour transformer un système qui était un système unique, comme tu l'as dit Louis, qu'on regardait dans toute l'Europe avec admiration, en un système plus proche de celui de l'Allemagne, où la formation générale, l'acquisition de capacités techniques pour ces ouvriers de haut niveau a été réduite au plus bas pour qu'on puisse les mettre dès le début dans un travail en les payant 2-3 € de l'heure. Alors je le redis ici, il faut d'urgence abroger la réforme du lycée professionnel et mettre en place l'allocation, l'autonomie d'études pour les lycéens professionnels. Alors, puisqu'il y a cette politique qui a été mise en place, il ne faudrait pas croire non plus que, encore une fois, ça a été la même chose pour tous les lycéens, toutes les lycéennes, partout en France. Il y a évidemment un 2 poids 2 mesures sidérant. Dès lors qu'il s'agit des lycées de banlieue, alors on laisse les murs tomber en ruine, on donne des budgets en moins
Et il y a eu, vous le savez, cette année, dans le 93, une lutte admirable de 6 semaines où les personnels, les lycéens ont fait front commun pour demander un plan d'urgence et cette lutte va continuer. Alors, pour ce qui est de la mobilisation, et c'est évidemment notre enjeu à nous, on voit aussi que la répression de cette mobilisation, qui depuis 7 ans s'est aggravée, d'année en année, c'est de pire en pire, les gardes à vue, les matraquages de lycéens, de lycéennes, elle aussi, elle n'est pas la même partout. Nous avons participé à des mouvements de grève, de blocus qui ont été massifs, qui ont repris de l'ampleur ces dernières années. Ça a commencé avec la réforme des retraites, avec au maximum 400 lycées bloqués sur un même jour dans toute la France, ce qui a permis d'ailleurs de faire reculer le service national universel et de faire plier le gouvernement sur ce point. Et il y a eu ensuite un mouvement massif aussi cette année sur l'enjeu du cessez-le-feu à Gaza, où des dizaines et des dizaines de lycées se sont mobilisés pour la paix en Palestine. Et à cet endroit, on a pu voir aussi que dès que vous faites un blocage d'établissement, il a 10 fois plus de chances d'être réprimé quand c'est en banlieue, et il a encore 10 fois plus de chances en plus d'être réprimé dès lors qu'il s'agit de la Palestine. Enfin, nous avons vu des discours réactionnaires, pour ainsi dire, qui se sont installés, surtout de la part de Gabriel Attal, qui a été assez performant à ce stade-là, pour faire de l'école non pas un lieu où on apprend, où on acquiert des capacités, mais bien un lieu où on nous apprend à respecter l'autorité, qui est devenu un peu le maître mot de ce gouvernement. Et ça s'est fait par plusieurs biais, encore une fois, durant 7 ans. La mise en place partielle, pour l'instant, du service national universel, qui est un grand bazar, où d'ailleurs cette année, ils ne vont pas finalement le généraliser comme ils avaient dit, puisque tout simplement, ils en sont incapables, qui coûte en fait des milliards et des milliards d'euros, qui ne sert à rien, qui ne produit rien de bon pour la société. Enfin, l'école est devenue le lieu des éléments de langage du gouvernement qui, à chaque fois, essaye de récupérer des sujets d'une plus haute importance, comme par exemple le harcèlement, pour essayer de passer par des chemins et de faire croire qu'en fait, ils auraient les moyens de résoudre ces problèmes qui viendraient des élèves, alors qu'en réalité, si on veut lutter contre ce fléau qu'est le harcèlement, il faut embaucher des personnels spécialisés, il faut mettre les moyens. C'est comme à chaque fois, si on ne met pas d'argent dans l'école publique, alors on n'arrivera à rien. Enfin, il y a eu des mesures racistes, parce qu'il faut appeler une mesure raciste. Quand Gabriel Attal a décidé de faire sa rentrée sur l'interdiction de l'abaya qui est, selon le CFCM, un vêtement culturel et non religieux, cette mesure n'était pas une mesure de laïcité, c'était bien une mesure raciste. Et il faut le dire ici, puisque tout le monde à gauche n'a pas eu la même clarté sur ce point. Enfin, face à autant de mesures, autant de colère qui s'est cristallisée chez les lycéens et lycéennes qui sont bien conscients et conscientes de ce qui s'est passé depuis 7 ans, il y a une nécessité, au milieu de ce chaos politique qui s'est installé depuis qu'Emmanuel Macron a décidé de bafouer le vote des Français pour le nouveau Front populaire, il y a la nécessité de se mobiliser massivement. C'est pourquoi, contre ces politiques d'austérité, de casse sociale, de brutalisation des lycéens et lycéennes, et pour la démocratie, nous avons décidé avec l'Union étudiante en premier lieu d'appeler à une grande mobilisation le 7 septembre. Et avec des dizaines d'organisations de la société civile, après que 300 000 personnes aient descendu dans les rues, nous appelons à la mobilisation le 21 septembre. Il est important de le dire qu'il n'y aurait pas d'un côté, vous voyez, les mobilisations démocratiques parce qu'Emmanuel Macron a bafoué notre vote, et de l'autre, les mobilisations sociales à laquelle nous avons appelé dans l'intersyndicale du 1er octobre. Il n'y a pas deux couloirs distincts, vous voyez, ces deux choses vont ensemble. Et il y a besoin, Aurélie, tu le disais, de faire une forme de faire rejoindre ces deux couloirs, de faire rejoindre ces luttes, parce qu'au final, c'est la même chose, c'est le même processus antidémocratique qui conduit à ce qu'on ne mette pas en place les mesures sociales du nouveau Front populaire. Le 21 septembre, le 1er octobre, et ensuite, il faudra descendre dans la rue, il faudra continuer une mobilisation massive et de longue durée pour dire à Emmanuel Macron d'arrêter sa politique de casse sociale avec Barnier et Le Pen, pour lui dire de respecter le vote populaire, pour défendre nos droits, pour demander l'abrogation de Parcoursup, la gratuité de la cantine scolaire, des fournitures, des mesures sociales pour l'éducation,
descendre dans la rue le 21 septembre, le 1er octobre. Et ensuite, nous disons à chacun, chacune ici, à la fête de l'humanité, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Merci. Merci beaucoup Manès, merci à toutes et à tous. S'il y a un fil rouge dans cette intervention, c'est que non seulement la politique d'Emmanuel Macron et les 7 ans qu'on s'est pris à la figure, on n'en veut plus, mais il n'est plus question de convaincre, parce qu'on a déjà convaincu. Toutes les revendications qui ont été portées là sont légitimées par une chose, par les résultats des dernières élections législatives qui ont placé le nouveau Front populaire en tête des dernières élections. Dès lors, il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit d'obtenir, parce qu'on a compris que ces gens étaient des voleurs en volant les cotisations sociales pour en faire des cadeaux fiscaux. On a compris que ces gens étaient des voleurs en cassant le service public pour essayer de le privatiser et le donner à leurs potes. Mais maintenant, on a aussi compris que ce sont des voleurs parce que ce sont des gens qui volent le résultat des élections. Alors il va falloir aller chercher notre dû et il va falloir aller chercher l'application de la politique du nouveau Front populaire. Aucun monarque ne peut se prétendre au-dessus du suffrage universel du peuple français. Et c'est pourquoi il y a une date symbolique qui arrive bientôt, c'est celle du 21 septembre. Le 21 septembre 1792, la monarchie a été abolie. Eh bien, on espère que le 21 septembre 2024, le peuple français abolira la monarchie présidentielle. Et c'est pourquoi la France insoumise appelle à aller manifester le 21 septembre, aux côtés des organisations de jeunesse, aux côtés des organisations écologistes, aux côtés de toutes les organisations qui demandent l'application du programme du nouveau Front populaire. Et quand on ira marcher le 21 septembre, on le fera au nom de la lutte des classes parce que ça a été expliqué par la CGT Service Public. Il s'agit d'une question de lutte des classes. Quand vous avez une alliance entre Macron et Le Pen pour empêcher l'augmentation des salaires, pour empêcher l'abrogation de la réforme des retraites et pour continuer la politique de sélection dans l'éducation nationale. Quand on ira marcher le 21 septembre, on le fera aussi au nom de la lutte des classes et de la lutte des classes pour une politique écologique. Au moment où je vous parle, le Brésil est en état d'urgence parce que l'Amazonie est en train de cramer. Les récoltes de cet été ont été extrêmement mauvaises. La planète est en train de cramer et c'est comme si les dirigeants n'en avaient absolument rien à faire. Et bien le 21 septembre, nous irons réclamer que soit inscrit dans la Constitution la règle verte, la loi de la restitution qui explique qu'on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Le 21 septembre, on ira marcher pour une politique antiraciste, parce qu'il est hors de question d'avoir un Premier ministre soutenu par Macron et Marine Le Pen et félicité par Marion Maréchal Le Pen pour ses précédentes positions politiques. Le 21 septembre, on ira marcher pour les droits des femmes, parce qu'il y a une convergence entre Macron, Le Pen et Barnier. C'est le terme de réarmement démographique qui nous fait honte et sur lequel on bloquera toute application de politique concrète qui vise à briser l'émancipation des femmes. On ira marcher pour les droits des personnes LGBT, parce qu'il est hors de question d'avoir un Premier ministre qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. On ira marcher pour la démocratie, parce que toutes les revendications que j'ai citées juste avant, ce sont les revendications du peuple français, exprimées lors des dernières élections législatives. Alors, le 21 septembre 2024, faisons comme le 21 septembre 1792, abolissons la monarchie. Bien, camarades, on va ensuite passer la parole très rapidement dans le public pour des réactions des intervenants, de nos invités, que je remercie beaucoup. Juste un mot avant cela, vous dire aussi qu'on est désormais bloc contre bloc, c'est-à-dire le bloc populaire contre un bloc de symbiose entre la droite et l'extrême droite. Et que dorénavant, nous sommes aussi programme contre programme. Et que ce soit clair pour la France insoumise, il s'agit de ne faire aucune concession et de se battre pied à pied. Nous sommes anticapitalistes, mais nous sommes aussi antiracistes, nous sommes féministes, nous sommes écologistes. Jamais nous ne reculerons là-dessus. Jamais nous ne mettrons, jamais, parce qu'il faudrait plaire à un certain électorat, nous ne mettrons sous le tapis, par exemple, la lutte antiraciste. Jamais. Et donc, dès lors que nous faisons face maintenant à ce monarque présidentiel qui est, quelque part, le symbole et la symbiose de la droite et de l'extrême droite, en tout cas, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Dès lors que nous faisons cela, nous sommes dans un moment grave de l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure.
à ce moment-là, il n'y aura pas de trêve contre Emmanuel Macron. Nous utiliserons tous les moyens légaux en notre possession, que ce soit dans les institutions ou dans la rue. Et la France insoumise n'est pas juste un mouvement politique sage qui reste avec ses élus dans les institutions à essayer de changer les institutions de l'intérieur. Nous agissons aussi avec toutes les forces populaires pour agir dans la rue. Parce que le Front populaire en 34, en 35 ou en 36, le gouvernement Blum, il n'aurait pas fait toutes ces réformes radicales s'il n'y avait pas eu les grèves, les manifestations et les grands soulèvements populaires. Et nous pensons que nous ne le ferons qu'avec les associations, les syndicats, toutes les forces citoyennes de résistance. C'est bien pour cela que non seulement nous avons appelé au 7 septembre à l'appel des organisations de jeunesse, à l'appel d'Attaque, à l'appel du planning familial, mais nous allons aussi, et nous le disons ici aujourd'hui avec Louis, nous appelons à être massivement dans la rue le 21 septembre avec toutes ces organisations ou même par exemple avec Greenpeace qui appelle désormais à ce 21 septembre, samedi 21 septembre. Nous étions 300 000 dans la rue alors que nous avions fait l'appel en quelques jours, 300 000 dans la rue le 7 septembre et 150 manifestations dans toute la France. Eh bien, faisons mieux maintenant le 21 septembre. Faisons en sorte qu'il y ait un grand soulèvement populaire contre le président monarque, contre le coup de force de Macron. Et toutes et tous ici, vous avez une responsabilité, vous avez un devoir. Nous appelons d'ailleurs aussi toutes les forces du nouveau Front populaire, toutes les forces de gauche qui veulent réellement la destitution de Macron, qui veulent réellement qu'on arrête maintenant avec ce président monarque, avec ces attaques aussi brutales contre la démocratie. Nous les appelons toutes à rejoindre ces mobilisations du 21 septembre. Tout le monde doit être dans la rue si dès lors nous n'acceptons pas ce coup de force de Macron. Alors, je vous propose maintenant qu'il y ait quelques interventions, peut-être questions surtout à nos invités. Ensuite, eh bien, on laissera nos invités réagir. Voilà, je te laisse. Enchanté, merci. Voilà, j'ai juste considéré l'omission du groupe parlementaire de Monsieur Gabriel Attal. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très à la mode de considérer M. Macron comme responsable, mais c'est toujours oublier l'utilité et l'existence du groupe parlementaire de M. Gabriel Attal, un ancien socialiste qui est plutôt libéral-démocrate et qui a peut-être quand même avec lui des parlementaires ouverts justement au nouveau Front populaire pour gouverner, puisque là sinon c'est cette omission du groupe parlementaire de Gabriel Attal, c'est les donner à cette alliance naissante qui verra les Républicains absorber le parti politique de M. Macron. Donc cette omission d'inclusion de M. Gabriel Attal, je suis d'ailleurs LCP, j'ai remarqué quand même qu'au début de son mandat de Premier ministre, il a fait une ouverture vers la gauche. Il n'a pas été très bien reçu. Bon, je ne fais pas partie d'un parti politique, mais j'ai trouvé qu'il tentait une ouverture sur la gauche qui n'a pas été très bien accueillie. C'est une attitude de circonstance, puisque personne n'aurait pensé qu'il y aurait eu une dissolution parlementaire au jour d'aujourd'hui. C'était pas quelque chose qui était prévu. Donc je trouve que cette exclusion du groupe parlementaire de M. Gabriel Attal, qui est un libéral-démocrate, est peut-être une erreur, parce que c'est les donner à cette nouvelle reformation du groupe Les Républicains, quelque part. Lever et bien parler dans le micro. D'accord, je me lève et je parle bien dans le micro. Ok, nickel. Oh là. Moi, c'est pas du tout sur le même sujet, mais il y a deux mots d'ordre en fait que j'ai entendus qui m'ont beaucoup plu. Déjà, c'est de parler de lutte des classes, parce que en fait, voilà, le féminisme, c'est la lutte des classes.
l'écologie, c'est la lutte des classes. En fait, toutes les luttes qu'on mène passent par la lutte des classes. Et le fait de réentendre ce mot qui avait été un peu perdu pendant un temps, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on en revient. Et le fait de nous produisons, alors nous décidons. Parce qu'en fait, je pense que là, le thème, c'est comment faire plier Macron. Et je pense que, bon, ici, les gens ne sont pas forcément à convaincre de ça parce que, on est entre nous un petit peu. Mais une fois que toute la classe ouvrière aura compris ces deux mots d'ordre-là et de se dire, bah oui, c'est vrai, c'est nous qui produisons les richesses, donc c'est nous qui devrions choisir ce qu'on fait avec, ce qu'on fait comment. Une fois que vraiment toute la classe ouvrière aura compris ça, là, on aura un rapport de force qu'on commence à avoir. Là, on l'a vu avec les élections, mais qu'on n'a pas encore totalement. Il y a encore toute une partie de la classe ouvrière qu'on voit qui ah oui, mais le RN, ils vont nous soutenir, alors qu'ils se font des illusions là-dessus. Une fois que ceux-là auront aussi compris ce mot d'ordre-là, le rapport de force, il sera inarrêtable et là, vraiment, on aura gagné, quoi. Voilà, c'est tout. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la destitution, à la demande de destitution. Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace, en tout cas c'est mon opinion, d'aller plutôt vers une nouvelle constitution d'origine citoyenne, avec une assemblée citoyenne constituante? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose de plus efficace pour sortir du merdier où on est? Voilà. Merci. Ouais. Du coup, le thème de la conférence, c'est comment faire plier Macron et sa politique. Donc, une première stratégie, c'est celle du NFP, c'est de prendre le pouvoir, tout simplement. Mais il nous reste quand même quelques contre-pouvoirs dans ce pays, heureusement. Et comment concrètement on organise ces contre-pouvoirs un peu, est-ce que vous auriez un peu conseil à un jeune militant sur le terrain? Comment on peut créer des lieux pour un peu scinder tous ces mouvements, soit thématique par thématique, soit complètement convergence des luttes, que ce soit juridiquement, administrativement, politiquement. Est-ce que voilà, on peut créer des espaces un peu d'échange qui permettraient aussi aux usagers des services publics, aux citoyens finalement, enfin ou même à d'autres personnes, de aussi se réapproprier ces services publics et rentrer. Parce qu'on voit que les personnes sont assez seules, enfin les travailleurs, les fonctionnaires sont assez seuls dans leur lutte. Voilà, comment on peut créer des espaces de réappropriation des services publics par les citoyens. Bon, alors je vous propose maintenant de passer la parole quelques minutes à chacun de nos invités, et puis après on conclura. Merci à vous pour vos questions, vos interventions. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Et on doit répondre à tout ou pas? Non ou non hein. Ah, carte blanche à Yuli Yamamoto. C'est parti. Oui, alors je dis en vrac et très rapidement, je ne fais pas de débat. Sur Attal, la question Attal, cet affaiblissement, cette façade de gauche, je dirais que personne n'est dupe. C'est comment on peut dire là, quand on a... c'est une façade, donc il ne faut pas se faire avoir. Et justement, nous, ce qu'on doit tout le temps réaffirmer, c'est pour ça que on rappelle sans arrêt nos revendications, mais c'est de dire que voilà ce qu'on veut, que ce soit le programme du nouveau Front populaire ou que ce soit le mouvement social dans le cadre des grèves syndicales ou de toutes les mobilisations que nous menons quand on s'en prend aux multinationales, qu'on fait des actions désobéissantes, quand les soulèvements de la terre empêchent les chantiers de méga-bassines, eh bien, c'est une façon évidemment de dire que c'est ça la société qu'on veut, c'est comme ça qu'on veut changer la vie des gens, et c'est pas en mettant une façade qui donne l'illusion de gauche. Non, il faut des mesures fortes, des mesures de rupture, et ça c'est important. Sur la lutte des classes et la question ouvrière, donc oui, la lutte des classes doit être intersectionnelle. Donc moi je suis cofondatrice des Rosies, c'est les femmes qui dansent en bleu de travail dans les manifestations retraite notamment. Et nous, dans notre livre, on a dit le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Et donc, il y a un enjeu là. Cette question-là se pose évidemment sur la question aussi antiraciste.
Mais reste que quand on parle de conscience ouvrière, je ne pense pas que ce soit un problème de conscience ouvrière aujourd'hui, parce que ça a été dit, mais il y a vraiment un bloc bourgeois qui s'est mis en place. La classe ouvrière aujourd'hui, il y a aussi la question de la bataille culturelle et du coup, il y a aussi la classe moyenne, il y a des gens très aisés qui votent Rassemblement national. Donc vraiment, on voit qu'ils ont pris 10 millions. Ces 10 millions qu'ils ont pris, on est passé de 2017 à quelques sièges. 2022, 80 sièges. Un an après, 140 sièges. Ça, il faut en prendre conscience. Ce n'est pas que la question de la conscience ouvrière. C'est qu'on a un problème de racisme profond, mais aussi, et que les gens ont besoin, et aussi un problème de responsabilité. On agite le chiffon rouge sur qui serait responsable, ce serait les immigrés, ce serait ça. Voilà, parce que les gens ont besoin de s'en prendre déjà à quelqu'un et puis d'imaginer une issue. Une issue, ce serait de récupérer la part du gâteau. Le problème, c'est que la part qu'ils veulent prendre, c'est pas la bonne, quoi. C'est très injuste. Donc il y a cette bataille-là. Et juste sur comment faire plier Macron, on se pose la question. Enfin, si on en est là, c'est bien parce que c'est difficile. C'est très difficile et on se bat de toutes les façons possibles. On mène X choses. En tout cas, la dynamique qu'il y a eu du nouveau Front populaire, et moi, je peux le dire très tranquillement parce que je suis encartée nulle part. Voilà, à la base, moi, je suis issue plutôt, j'étais pas syndiquée, j'étais pas dans un parti, j'étais pas dans une asso. Et puis, quand j'ai plongé dans les luttes, je crois énormément. Alors, pas forcément la convergence des luttes, plutôt en l'alliance des luttes, mais en tout cas sur la nécessité de tout le temps articuler, communiquer, créer des espaces. Et là, ce qu'on nous voit là, sur le nouveau Front populaire, c'est qu'il y a eu vraiment, on l'a dit, un sursaut, que ça a fait un sursis. Ce sursis, il faut en faire quelque chose, il faut en faire un souffle, il faut continuer. Donc, il y a des mobilisations transverses, là, comme le 21 septembre. Il faudra aussi être massivement le 1er octobre, mais il faut aussi créer des espaces de réflexion. C'est-à-dire que côté mouvement social, entre les syndicats et associations, il va falloir aussi qu'on se rencontre. Et on le fait, par exemple, dans l'initiative du Front démocratique. C'était les meetings à République cet été contre l'extrême droite qu'il y a eu à République. On en refait un ce soir, d'ailleurs, à Joséphine Baker à 18h30. Donc, il y a des discussions à avoir entre mouvements associatifs et syndical pour se mettre au clair, pour aussi avoir un espace de discussion nécessaire avec les partis et leur stratégie. Donc, ça va mettre en place, et surtout avec toujours cette pensée de irrigation locale. Et je pense que il y a un enjeu aussi sur ça, c'est que ce n'est pas qu'une stratégie évidemment à échelle grande, politique nationale, c'est comment concrètement au local on se met en place. Et sur ça, je vous invite, je ne développe pas, c'est les Soulèvements de la Terre, ils ont écrit la stratégie du grenier. C'est extrêmement intéressant, je vous invite à lire comment on articule des luttes qui n'ont rien à voir ensemble et qui fonctionnent ensuite. Et qui finalement ont beaucoup à voir ensemble, en fait. Je te passe la parole. Oui, du coup, il y a un camarade qui a posé une grande question où il y a des milliers de militants qui ont essayé d'y répondre durant plus d'un siècle. C'est la fameuse question « Que faire ?» On est face à un mur et qu'est-ce qu'on peut faire ? En réalité, il faut déjà prendre conscience d'une chose. La politique, ça nous concerne toutes et tous et on ne peut pas laisser la politique aux mains des autres. Si on laisse la politique aux mains des autres, la politique, elle s'occupe de vous et ce n'est pas vous qui vous occupez de la politique. Et effectivement, lorsqu'on est face à un mur, lorsqu'on est face à une 5e République qui est aussi verrouillée, où on a l'impression que justement notre voix ne compte pas, et ben ça commence à devenir compliqué. Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est justement de construire déjà au niveau local. C'est de voir, est-ce qu'il y a des associations ? Est-ce qu'il y a un groupe d'action ? Est-ce qu'il y a des collectifs dans lesquels je vois où je peux m'inscrire, où je peux construire des choses, etc. Et ensuite, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les solidarités, il faut qu'on les construise nous-mêmes. Effectivement, on a vu, on était nombreux dans la rue le 7 septembre, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on commence à organiser des assemblées générales, des grèves. Il faut qu'on prenne, que ce soit à la fac, dans nos lieux de travail, etc., qu'on crée des espaces de discussion où justement on pourra discuter de comment justement mener cette lutte de front, etc. Quelle est la meilleure stratégie justement pour faire plier le gouvernement ? Est-ce que c'est les manifestations ? Est-ce que c'est le blocage ? Est-ce que c'est la grève ou est-ce que c'est tout ça en même temps ? Justement, c'est des choses qui peuvent être faites sur votre lieu de travail, à la fac. Vous pouvez prendre une salle. Parfois, la présidence ne sera pas d'accord, mais on va se battre. C'est la lutte des classes, quoi. Merci. Manès ?
bon, je ne pense pas pouvoir répondre à tout, mais pour revenir sur quelques trucs qui ont déjà été dits. Non, il y avait une question sur le processus, est-ce qu'on change de république, tout ça. Nous, en tant que force syndicale, ce n'est pas vraiment notre enjeu, vous voyez, ni d'ailleurs de demander la destitution ou la démission de Macron, etc. La vérité, c'est comme tout, et c'est comme la lutte des classes. D'ailleurs, ce n'est pas un processus qu'on a à être pour ou contre, c'est quelque chose qui va tout seul, en fait. Et effectivement, on voit bien que le glissement autoritaire de cette 5e République, il est aujourd'hui évident. Et le fait qu'elle pousse, dans une période de tripartition, les blocs de centre-droit et d'extrême droite à s'allier, c'est évident aussi, parce que la priorité, comme à chaque fois, c'est de faire l'alliance contre la gauche, contre les ambitions, les mesures sociales et pour préserver les mêmes intérêts. Donc cette République, elle sert aussi à ça en donnant ce genre d'outils qui permet, grosso modo, à un président de la République de faire fi du résultat des urnes, de bafouer ce résultat, de se permettre de dire qu'il ne reconnaît pas un constat né d'une élection. Et ça, c'est quand même tout à fait inacceptable. On ne peut pas aujourd'hui accepter de vivre dans un régime de ce type-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un autre moyen de ne pas répondre à ces ordres dès lors qu'ils sont illégitimes et injustes, c'est la désobéissance. Et quand on avait un gouvernement démissionnaire, on était en capacité de dire bah non, en fait, vous n'avez aucune légitimité à être au gouvernement, vous n'avez aucune légitimité à appliquer telle ou telle réforme, et on continuera à le dire puisque ce gouvernement n'est toujours pas légitime, car il se fait par un coup de force contre le résultat des urnes. Sur l'articulation de nos luttes, moi, je ne pense pas, comme l'a dit Yuli, je ne pense pas qu'il y a une grande convergence qui va se faire un jour et qu'on aura oublié toutes les distinctions entre syndicats, associations, partis. Chacun a son rôle à jouer dans une mobilisation. Mais la période du nouveau Front populaire, suite à la dissolution, elle a bien montré que quand il est vraiment minuit moins le quart, quand on a un mur face à nous, alors là, on est en capacité tout de suite de se reparler, de se remettre en mouvement. Et l'unité, elle est finalement une forme de réflexe vital et c'est même plus une question, en fait. Donc nous, on est fiers d'avoir appelé à voter pour le nouveau Front populaire et pour tous les candidats qui étaient contre l'extrême droite au second tour. On est fiers d'avoir participé de cette dynamique. Et maintenant, il faut lui donner un débouché politique. Il ne suffit pas de dire que oui, on s'est fait, entre guillemets, voler cette élection. Cette élection... Déjà, on n'est pas arrivé premier, vous voyez, on n'a pas fait 60% dans le pays, mais c'est un premier pas, c'est une première victoire vers la suite. Et ça, c'est important de le dire. Et les personnes qui se sont mobilisées pour le programme du nouveau Front populaire contre l'extrême droite, l'enjeu désormais, et tu l'as bien dit, Louis, c'est de les faire se mobiliser contre le coup de force qui se fait face au programme, à l'équipe de rupture du nouveau Front populaire. Donc je pense avoir répondu à quelques questions. Et simplement sur la conscience, la classe ouvrière, tout ça, tout ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'il y a une forme d'archipélisation qui est d'une part une vue qu'on nous impose, mais qui est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la même uniformité de la classe ouvrière qu'il y avait auparavant. Est-ce que pour autant, il n'y a plus de lutte des classes ? On ne le pense pas non plus. L'enjeu, c'est de retrouver une conscience collective, la conscience que qu'on soit géographiquement, quelle que soit notre conscience de race, par exemple. En fait, on se retrouve sur des intérêts communs et c'est tout le rôle de la gauche que de rappeler ça et de se battre pour des victoires collectives. Merci beaucoup, Manès. Juste 2 points. D'abord, je voudrais réagir à la réaction sur les contre-pouvoirs. Bon, moi, j'ai jamais aimé cette notion de contre-pouvoir, y compris... moi, j'étais 15 ans une responsable du mouvement social. J'ai jamais aimé cette expression de contre-pouvoir. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent avoir le pouvoir, c'est le peuple. Et les associations, les syndicats, les forces populaires doivent être le pouvoir. C'est pas ils ne doivent pas être un contre-pouvoir, ils doivent être le pouvoir. Une forme de pouvoir, quelque part. Bon. Et on ne doit pas laisser le pouvoir seulement à ceux qui gouvernent dans les institutions. Voilà. Et je le dis aussi, dans la France insoumise, en tout cas, on considère que nous avons besoin des mouvements sociaux, nous avons besoin des forces populaires dans toutes ces différentes formes, qu'elles soient associatives, syndicales, collectives, citoyens, réseaux de solidarité. Nous avons besoin de toutes ces forces populaires, d'abord pour arriver au pouvoir sur un programme de gauche de rupture, et que par ailleurs, une fois qu'on sera au pouvoir, eh bien, nous ne pourrons mettre en œuvre un programme de rupture que s'il y a justement ces pouvoirs dans la société qui restent les plus forts et les plus indépendants possibles. Raison pour laquelle aussi nous tenons à cette indépendance des forces associatives, syndicales, citoyennes, etc. Mais ça ne nous empêche évidemment pas, et au contraire, d'agir ensemble dans le respect de cette indépendance.
Ce qui fait qu'évidemment, quand il y a cet appel des organisations de jeunesse, nous y allons le 7 septembre. Quand il y a cet appel le 21 septembre, nous y allons, quelque part en responsabilité et avec toutes ces forces populaires. Un dernier mot aussi, parce que je vois beaucoup de kéfiers et de drapeaux palestiniens dans le public, dans ce stand de la France Insoumise. D'abord, je veux vous dire que vous avez bien raison. Je veux vous dire aussi que nous poursuivons aussi cette mobilisation essentielle pour nous, pour la paix à Gaza. Nous continuons à exiger le cessez-le-feu immédiat en Palestine, le respect des droits des Palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie notamment, où c'est en train de s'empirer, et encore vous le savez. Nous continuons à exiger la fin de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Nous continuons à exiger aussi la fin de toute livraison d'armes par l'État français et que nous considérons qu'aujourd'hui, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a une responsabilité immense dans la situation actuelle. Et donc, nous allons continuer, comme nous l'avons fait depuis des mois et des mois, nous allons continuer à être avec toutes les forces, le collectif national pour une paix durable en Palestine, le collectif Urgence Palestine et tant d'autres. Nous allons continuer à être à leur côté pour se mobiliser dans la rue, notamment le week-end des 5 et 6 octobre. Nous appelons à une nouvelle mobilisation pour la paix en Palestine. Pour terminer, je vais essayer de répondre aux 4 questions et je vais commencer par la première question qui, selon moi, a 2 sens. Donc je ne sais pas c'est quel sens et je vais répondre aux 2. La question de omettre la responsabilité du groupe parlementaire. On va plutôt appeler ça un groupe parlementaire gouvernemental parce qu'ils sont députés et ministres en même temps. C'est un statut un peu bâtard. Mais ces gens-là, oui, ils ont une responsabilité dans la situation. Parce que eux aussi ont signé avec Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ils vont avoir toute une série de projets de loi et de propositions de loi sur lesquels ils vont être contraints de se positionner. Et s'ils veulent la stabilité gouvernementale, ils vont être obligés de donner encore et toujours plus de gages à l'extrême droite. Mais après, si jamais la question, c'est le fait que Gabriel Attal aurait prétendument donné des ouvertures vers la gauche. Ce n'est absolument pas vrai. Enfin, si jamais on nous dit « oui, on veut bien vous mettre des gens de gauche à condition qu'ils mènent une politique de droite », il n'y a aucune ouverture à gauche. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Ensuite, sur la question de réussir à travailler à du consensus, à du compromis avec Gabriel Attal et son groupe de parlementaires, c'est tout simplement impossible. Parce que l'une des lignes rouges qui a été fixée par Gabriel Attal et son groupe parlementaire, c'est pas d'augmentation d'impôts. C'est pas d'augmentation d'impôts pour les Françaises et les Français, c'est pas d'augmentation d'impôts pour les plus riches. Or, vous ne pouvez pas appliquer le programme de relance économique par la consommation populaire du nouveau Front populaire si jamais vous ne faites pas une augmentation des recettes. Donc sur ce point, nous ne pouvons pas avoir un compromis avec Gabriel Attal. Sur la question des droits des femmes, ce n'est pas possible d'avoir un compromis avec Gabriel Attal parce que dans son groupe parlementaire, ils ne reconnaissent même pas l'existence du patriarcat. Donc on ne peut pas être d'accord sur quelle politique mettre en place pour lutter contre le patriarcat. Et même si jamais on essayait de mettre cette question de côté, où est-ce que vous trouvez les 2 milliards pour lutter contre les violences faites aux femmes si jamais vous n'avez pas d'augmentation de recettes? Sur la question de l'antiracisme, où est-ce qu'on peut trouver un compromis avec ces gens alors qu'ils ne reconnaissent même pas l'existence de l'islamophobie, au point de chasser des lycéennes avec la polémique et la politique qui a été lancée par Gabriel Attal sur l'abaya? Sur la question, je ne sais pas moi, de l'État de Palestine. Comment on peut trouver un compromis avec des gens qui ne reconnaissent même pas que tout ce qui a lieu actuellement est dû à un contexte colonial? En vérité, il y a un gouffre qui nous sépare avec Gabriel Attal et ses parlementaires. Et ces gens ne veulent pas travailler avec nous. Je vous renvoie vers l'intervention de la députée Maude Bréjon qui, quand elle est arrivée, il me semble que c'était chez l'autre tocard de Cyril Hanouna, est arrivée et elle a dit « Moi, je suis rassurée. Parce que nous avons empêché le nouveau Front populaire et la France insoumise d'arriver au pouvoir. » Allez, comment tu as réussi à empêcher, Banane? En t'alliant avec Le Pen. Et j'ai entendu aussi dans votre intervention les termes « Gabriel Attal est un libéral-démocrate ». Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être libéral et démocrate en même temps. Parce que précisément, le libéralisme, c'est dire qu'il y a un secteur de la politique dans lequel le peuple n'a pas le droit d'intervenir, c'est-à-dire tout le secteur économique. Et Gabriel Attal explique que le peuple français n'a pas légitimité à remettre l'impôt sur la fortune, à remettre l'augmentation des salaires, à faire le partage des richesses. Donc Gabriel Attal, c'est très certainement un libéral, mais parce que c'est un libéral, ce ne sera jamais un démocrate, et vous l'avez en acte devant vous. Alors ensuite, il y avait une autre question qui était sur la question de la lutte des classes. Et c'est là qu'on en vient. Oui, la lutte des classes, elle est au centre de ce qu'on est en train de faire.
précisément parce que les libéraux s'allient avec l'extrême droite pour nous empêcher de faire une meilleure répartition entre le capital et le travail. Voilà, on est en plein dans le cœur de la lutte des classes. Et oui, cette lutte des classes, ça doit s'organiser en convergence avec les luttes féministes, avec les luttes antiracistes, avec les luttes pour la paix, avec les luttes des personnes LGBT. Et tout ça, tout ce mouvement social, c'est celui-là qui nous permettra, je pense, de le gagner, parce que la quatrième question, non, je suis très fier de mes transitions, l'autre question, c'était la question de la constituante. Oui, nous dans ce qu'on analyse, on est dans un processus de révolution citoyenne. Premièrement, parce qu'on a toujours prédit que ce serait nous, la gauche radicale contre l'extrême droite, c'est ce qui s'est passé partout en Amérique du Sud. Ça tombe bien, on y est. On a prédit une autre chose. En haut, on ne peut plus, en bas, on ne veut plus. Et c'est précisément la situation dans laquelle on est. On va d'abord rentrer dans une phase destituante. Et je pense que c'est la phase qu'il va y avoir cette année. Les gens disent, écoutez, c'est n'importe quoi. Pendant 7 ans, vous gouvernez n'importe comment. L'hôpital, l'école, on était fiers, c'est en train de se casser la gueule. Les prix sont en train d'augmenter, mais les revenus, ils n'augmentent pas. La retraite, on n'est même plus capable d'y penser. Il n'y a rien qui va, c'est constamment le chaos. Vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. On a voté pour vous dégager, vous êtes toujours là. Et bien, au bout d'un moment, vous allez avoir les gens qui vont sortir et qui vont dire, dégagez. On veut que vous vous barriez. Alors, est-ce que ça se fera avec des chasubles rouges ou est-ce que ça se fera avec des gilets jaunes ou avec quoi que ce soit d'autre? Je ne sais pas. Mais très certainement que ça se fera et on sera là à leur côté pour les dégager. Parce qu'ensuite viendra la phase instituante. C'est le moment où les gens prendront conscience que ce ne sont pas des contre-pouvoirs. C'est nous le pouvoir. C'est le peuple. Et ensuite seulement viendra la phase constituante. Mais quel est le rôle de la France insoumise dans tout ça? On n'est pas une avant-garde révolutionnaire. C'est pas nous qui allons arriver sur scène et qui disons maintenant on rentre dans la phase destituante. Ensuite on arrive, allez maintenant c'est la phase constituante. Non, ça nous dépassera. Et c'est une bonne chose que ça nous dépasse. Et c'était la dernière question. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire tout ça? Eh bien écoutez mes chers camarades, n'attendez pas les consignes. Faites-le, faites-le. Et je vais même terminer en disant plus que faites-le, faites mieux. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. La lutte continue. On se retrouve le 21 pour la destituante.